Pour une ou deux personnes, on va les attendre. On aime bien prendre 5-10 minutes de retard. Ouais, en fait, moi, tu les aurais tout sur Zoom maintenant. Bon, après, ça a été la Covid, tout machin, et c'est vrai que Zoom, mais on aime bien comme garder ces visions-là, tu peux dire. Il y a plein de trucs, en fait, ça a déjà été Après, je voyais oui. le sujet était pas je vais quand même un peu prendre la température, puis je vois par Zoom, tu vois. Et en Zoom, du coup, rien à voir avec la par correction, ça me gêne. Si tu me gênais, s'il y a deux personnes, bon voilà, là ça commence à être. Il y a encore problème, deux personnes, je vais faire très court. Hein. Deux, et puis après tu rajoutes ce que tu veux. On attend encore une ou deux personnes, et puis on va démarrer. Tu peux mettre le tour de pour moi si tu veux. C'est quand on sera en service. On va démarrer. Très bien, merci à toutes et à tous d'être présents. On va commencer notre séminaire. Donc déjà, je tiens à remercier Stéphane de s'être déplacé et d'avoir répondu à l'invitation. Donc Stéphane Pest, il est directeur de recherche à INRAE, ex-IRSTEA, il est sur le centre basé à Lyon-Villeurbanne. Certains d'entre vous le connaissent déjà de manière directe ou au travers d'étudiants ou étudiantes qui sont passés dans nos murs. Et donc aujourd'hui, il nous fait l'amitié de nous présenter une conférence plutôt axée rivière, lac, écotoxicologie, j'imagine. Je te laisse nous en dire plus et je te remercie. Merci Stéphane, donc, merci pour l'invitation et puis merci aux personnes qui sont présentes dans la salle. C'est toujours plus agréable de parler devant des gens que derrière un écran en Zoom, donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Je suis également content de faire cette présentation parce que c'est la première fois que je vais présenter les différents travaux qui ont été menés sur la rivière Tillet. Donc la rivière Tillet, c'est un affluent du lac du Bourget qui traverse la ville d'Aix-les-Bains. Elle est enterrée sous la ville d'Aix-les-Bains et elle ressort à l'air libre quelques centaines de mètres avant le lac du Bourget. Et elle se jette dans le lac au niveau du port à barque qui a été construit il y a une petite dizaine d'années. Donc les travaux que je vais présenter ne sont pas tous issus de notre laboratoire. Donc moi je suis issu du laboratoire de l'unité de recherche Riverly et j'anime une équipe d'écotoxicologie microbienne aquatique. Mais comme vous allez le voir dans la présentation, j'ai vraiment fait la synthèse de contributions de différents partenaires, puisqu'il y a de nombreux partenaires qui ont été impliqués dans ces suivis, avec aussi un volet sciences humaines et sociales, un volet d'anthropologie. Donc c'est la première fois que je vais présenter aussi ces résultats d'anthropologie. Je vais faire un peu de pluridisciplinaire aujourd'hui, donc j'espère que je vais réussir à être convaincant sur le sujet, et puis on verra ce que ça donne tous ensemble.
Donc comme je vous l'ai dit, hein, on va vraiment faire la synthèse aujourd'hui d'une dizaine d'années de recherche interdisciplinaire, donc qui sont réalisés dans le cadre de différents projets successifs. La plupart d'entre eux ont été financés dans le cadre de l'accord cadre entre la ZABRE et puis l'agence de l'eau RMC. Donc j'ai coordonné la plupart de ces projets, donc les 4 derniers là, que vous avez sur la liste, et les 2 premiers ont été coordonnés par Emmanuel Nafrochou du laboratoire Editem à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc différents partenaires impliqués, comme je vous l'ai mentionné, avec différentes disciplines représentées. Un gros volet chimie environnementale avec 2 laboratoires, le laboratoire d'analyse des milieux aquatiques de Riverly et le laboratoire Editem. Un volet écotoxicologie des communautés, donc porté principalement par notre équipe à Lyon et également pour le volet non microbien par Benoît Ferrari du centre Ecotox en Suisse. Un volet écologie microbienne qui a impliqué principalement Émilie Liotet, que vous connaissez bien puisqu'elle fait partie du cartel. Entre les deux, à cheval entre écotoxicologie et écologie microbienne, on a eu aussi une implication d'EdTop qui est au Canada dans l'Institut Agriculture and Agri-Food Canada, qui est un petit peu l'équivalent d'INRAE au Canada, qui s'intéressait aux gènes de résistance. Et puis donc un volet anthropologie avec Gilles Armani qui avait été hébergé pendant quelques années dans notre équipe à Riverly, mais qui est vraiment un anthropologue s'intéressant aux relations qu'il peut y avoir entre les citoyens et la problématique de la contamination chimique. Et puis ce qui est important aussi dans ce type de projet, c'est d'avoir des échanges réguliers avec les gestionnaires locaux. Donc dans notre cas, on avait un suivi assez fort et des interactions marquées avec le CISALB et en particulier Sébastien Cachera. Donc on va démarrer par une présentation très rapide du site d'étude. Comme je vous l'ai dit, donc le Tillet est un affluent du lac du Bourget. Il prend sa source dans une zone qui est faiblement anthropisée. Et puis il va descendre vers la ville d'Aix-les-Bains, où il va passer en souterrain. Il est complètement busé sous la ville sur à peu près 2 km. Et donc il ressort au niveau du port à barque. Cette rivière, elle a été pointée du doigt au moment de la crise des PCB. Donc, je pense que certains d'entre vous se rappellent qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu une crise assez marquée avec ce type de polluants chimiques, notamment au niveau de la vallée du Rhône. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré une forte contamination en PCB dans la vallée du Rhône. Et le lac du Bourget n'a pas été épargné. Et en fait, il y a eu la mise en évidence de contamination importante des poissons dans le lac, ce qui a conduit en fait à une interdiction de la pêche et de la consommation de ces poissons, et ce qui a fait un tollé assez médiatisé à l'époque. J'ai mis quelques copies d'écran d'articles qui avaient été publiés avec des conséquences socio-économiques assez marquées au niveau du site du lac du Bourget. Le Tillet avait été alors pointé du doigt puisqu'en fait différents travaux ont montré que cette rivière c'était la source principale de contamination du lac par les PCB. Du fait, en fait de la présence historique d'une usine qui fabriquait des transformateurs électriques, donc que vous avez ici là, au niveau du rond rouge, qui s'appelait initialement la Savoisienne et qui a ensuite été rachetée par Areva. Et donc en fait les déchets générés par cette usine étaient rejetés directement dans le Tillet traversait l'usine et finissait sa course dans le lac du Bourget. Donc les PCB ce sont des contaminants qui sont très hydrophobes, donc ils sont principalement véhiculés par les matières en suspension. Et on va surtout les retrouver en fait dans le sédiment, très peu dans la fraction dissoute, mais particulièrement dans les matières en suspension et dans le sédiment. Et il va aussi s'accumuler dans certains organismes biologiques, en particulier, incluant les poissons. Donc suite en fait à cette crise des PCB et puis à l'identification du Tillet comme source principale de la pollution, il a été décidé de mettre en place une restauration de la zone aval du Tillet. Donc quand on parle de zone, dans ma présentation, quand je vais parler de zone aval du Tillet, c'est la zone découverte. Donc c'est les 300 derniers mètres du Tillet. Après les 2 km qui sont sous la ville, il reste à peu près 300 mètres qui sont découverts. Et donc en fait toute cette zone découverte a subi une étape de restauration. Donc la restauration a lieu entre décembre 2012 et novembre 2013. Restauration qui a consistait en fait à éliminer la majeure partie de la pollution, donc tout ce qui était sol et sédiments contaminés au PCB a été éliminé. On va voir un peu plus tard comment cette élimination a eu lieu. Et aussi ça s'est concrétisé par la construction d'un port à barque que vous avez ici, puisque en fait avant la partie la plus en aval elle était à nouveau couverte
puisqu'on avait historiquement un parking situé à cet endroit-là. Donc vous avez la vue actuelle ici avec le port à barque et la vue ancienne où on n'était pas du tout à ciel ouvert au niveau du Tillet et la rivière se jetait dans le lac au niveau d'une buse. Donc vous avez ici une illustration des travaux. Donc vous voyez que c'était des travaux très conséquents qui ont généré pas mal de questions et de controverses à l'échelle locale et c'est ce dont on va parler en partie aujourd'hui. Donc ma présentation elle va s'axer autour de 4 thèmes principaux. Les 2 premiers en fait concernent le volet SHS avec la question de quelles ont été les principales motivations de la restauration et quelles ont été les principales controverses qui sont nées de cette restauration. Et puis après on va parler plus de conséquences environnementales avec une évaluation de l'efficacité concernant la question des PCB. Et puis la mise en évidence au fur et à mesure en fait, du déroulement des différents projets de nouveaux enjeux qui ont été mis en avant et qui, je pense, mériteraient d'être soulevés plus en détail dans les années à venir. Donc pour les 2 premiers volets de la présentation, je vais reprendre en grande partie le travail réalisé par Gilles Armani, qui est donc anthropologue, comme je vous l'ai dit. Et donc il a réalisé dans le cadre de ses projets un suivi en 2018 et 2009 qui s'est appuyé à la fois sur une étude documentaire et également sur des entretiens semi-directifs. Donc ça c'est une méthode qui est bien rodée, on va dire, dans son domaine. C'est des entretiens avec des acteurs ciblés, avec des questions qui sont préétablies, mais quand même une certaine latitude en termes d'échange. Et puis il y a également eu des rencontres informelles, notamment lorsqu'on était sur le terrain pour faire des prélèvements. Il y avait des gens qui se trouvaient sur le site et donc ça lui permettait lui d'aller discuter avec les gens pour avoir des avis un petit peu informels mais qui sont toujours très informatifs dans ce type de démarche. Donc pour bien comprendre un petit peu cette problématique et puis les principales motivations de la restauration du Tillet, je pense qu'il est important de refaire un petit peu d'historique de la rivière. Donc on va se replonger au milieu du XXe siècle et à cette époque en fait la zone aval du Tillet c'était un lieu récréatif qui était assez bien fréquenté. Il y avait déjà des locations de barques, il y avait une guinguette aussi qui se trouvait là, et il y avait également de nombreux pêcheurs. Par contre, il y avait pas mal de problèmes au niveau du site, notamment la présence de crues régulières. Les riverains étaient très régulièrement inondés. Et puis il y avait aussi un problème de qualité des eaux, puisque les eaux étaient très polluées et impropres à la baignade, notamment parce qu'il y avait pas mal de rejets domestiques qui allaient directement dans le cours d'eau. Et la documentation sur le sujet fait état de présence de nombreux rats sur le site à cette époque. Autre point aussi important, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais il y avait en fait un circuit au lac du Bourget, donc c'était un circuit automobile non permanent qui accueillait des courses de Formule 2. Alors je ne suis pas spécialiste de courses automobiles, mais je crois qu'à l'époque c'était juste avant la Formule 1. Et donc a accueilli des courses automobiles entre 1949 et 1960. Et en fait la présence de ce circuit n'est pas anodine, puisqu'en fait c'est du fait de l'existence de circuit, il a été décidé à cette époque de couvrir la zone la plus en aval. Donc je vous ai montré que la zone la plus en aval elle était recouverte par un parking, et en fait le parking il avait été construit pour accueillir en fait les véhicules des gens qui venaient assister au Grand Prix. Donc en fait il y a quand même un lien fort entre le Tillet et la présence de ce Grand Prix. Et la partie en aval, donc au niveau de l'embouchure, elle avait été recouverte pour construire ce parking. Et donc petite question subsidiaire pour vous, je ne sais pas si certains le savent, est-ce que vous savez pourquoi les courses se sont arrêtées en 1960 ? C'est un petit peu, c'est en dehors de la présentation, personne ne le sait, il n'y a pas de locaux. Donc en fait il y a eu un drame sur le circuit, il y a une passerelle qui traversait le circuit. Les gens étaient sur la passerelle s'est écroulée et il y a une voiture qui a percuté tous les gens qui étaient tombés de la passerelle à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu 7 morts et 37 blessés. Moi je l'ai découvert en rédigeant le projet, c'est sorti de l'analyse documentaire de Gilles, mais voilà, c'est le petit côté historique. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de course automobile, ils n'ont plus jamais reconstruit le circuit d'Aix-les-Bains. Donc les principales motivations de la restauration du Tillet, alors en fait, donc ça ces motivations, elles ont été, ce classement il a été établi sur la base de l'entretien qui avait été réalisé par Gilles avec le maire de l'époque. Et en fait il s'est rendu compte que le projet il existait bien avant en fait le phénomène de contamination par les PCB. C'était un projet qui commençait à mûrir dans l'esprit des politiques locaux, avec des motivations principalement paysagères et touristiques pour réhabiliter le littoral, créer un espace plus en faveur des piétons, des vélos et autres circulations douces, et puis pour recréer un port à barque. Donc c'était vraiment un côté, on veut embellir le site, on veut attirer des touristes,
Et puis il y avait aussi des motivations écologiques pour établir la continuité écologique entre le Tillet et le lac, puisque comme la dernière partie, elle était busée et puis à nouveau recouverte, la connectivité elle n'existait plus trop. Et puis aussi pour renforcer le lien entre la ville d'Aix-les-Bains et le lac, puisque en fait à l'époque les politiques trouvaient que la ville finalement, même si elle est au bord du lac, finalement il n'y a pas vraiment de connectivité, et notamment à travers les cours d'eau. Donc c'était une réflexion en fait qui avait duré une dizaine d'années, qui n'était pas complètement aboutie. Et finalement, la crise des PCB, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que des décisions se sont prises et il a été possible de mobiliser des crédits pour lancer cette restauration. Donc là, j'ai mis un élément de verbatim, hein, c'est comme ça que c'est le terme qu'utilisent nos collègues des SHS, donc c'est vraiment l'entretien qui est retranscrit en tant que tel. Donc le maire de l'époque mentionnait qu'il était inconcevable de rouvrir le petit port sans éliminer la source de pollution. Et à l'inverse, c'était pas très logique d'éliminer la source de pollution sans pouvoir remettre à l'air libre la rivière et le port. Donc tout ça, en fait, c'était lié, et au fur et à mesure du temps, ça a permis d'aboutir à un projet qui, de l'avis du maire de l'époque, peut être considéré comme exemplaire. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre un peu les différentes démarches et les différentes étapes qui ont mené à la restauration du cours d'eau. Alors cette restauration, donc là on est vraiment dans l'étape de construction du projet et de réalisation du projet de restauration. C'est un projet qui a été relativement complexe parce qu'en fait il a mobilisé différents acteurs et qui sont des porteurs d'enjeux un petit peu différents. Donc il y avait la mairie d'Aix-les-Bains qui était maître d'œuvre et qui a partagé cette maîtrise d'ouvrage avec la communauté d'agglomération du lac du Bourget qui s'appelait la Calbe et qui maintenant s'appelle Grand Lac. Il y avait le CISAL, donc le comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget, et puis différentes directions départementales et régionales qui étaient impliquées, ainsi que la Fédération régionale de pêche. Et puis à côté de ça, il y a eu aussi des consultations auprès de différentes associations citoyennes, donc la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature qui s'appelait la FRAPNA et qui est depuis devenue la Fédération nationale pour la nature, les Amis de la Chautagne du canal du lac associés pour un meilleur environnement et l'association des utilisateurs du lac du Bourget. Donc en fait tout ça a fait que on avait différents acteurs qui forcément ne défendaient pas tous les mêmes objectifs et qui avaient des perceptions et des postures différentes. Donc il faut bien comprendre en fait que quand on réunit ce type d'acteurs, il y a ce que les gens pensent et aussi ce que les gens doivent représenter par rapport à la structure à laquelle ils sont affiliés. Et puis tout ça a été également complexifié par le fait qu'il n'y avait pas un seul cadre juridique pour cette restauration. C'était en fait à cheval entre différents types de lois, les lois sur l'eau, les lois concernant les sites et sols pollués et les lois concernant les installations classées. Ce qui a fait qu'en fait il y avait un millefeuille juridique complexe qui ne permettait pas en fait de trancher clairement sur des actions en fait, que ce soit clairement établi le type d'action à mettre en œuvre par rapport aux problématiques posées. Donc il y a eu pas mal de controverses qui ont été soulevées par cette restauration. Alors dans le rapport du projet Perso Resto, qui est vraiment le travail réalisé par Gilles, il y a une description assez détaillée de la perception des enjeux et puis des conséquences qu'il y a pu y avoir par rapport à différentes problématiques, notamment l'aménagement du port à barque, le reméandrement de la rivière, la qualité piscicole et la fréquentation par les pêcheurs, la qualité de l'eau, des aspects sécheresse et des aspects connexion avec le lac. Mais j'ai évidemment pas le temps de reprendre tout ça dans ma présentation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais simplement me focaliser sur la question de la contamination par les PCB. Donc la plus grosse controverse qui a été soulevée par rapport à cette question, c'était comment gérer les sols et sédiments pollués dans et autour du Tillet avant sa restauration. Donc là encore, on a eu des positions qui étaient très contrastées en fonction des acteurs considérés par rapport à cette prise de décision de la gestion de ces sols et sédiments pollués. Donc au niveau du décideur, au niveau de la préfecture et puis des maîtres d'œuvre, l'idée c'était de respecter le projet d'aménagement et de suivre les préconisations qui avaient été faites dans ce cadre-là, à savoir un stockage local sous une membrane. Pour l'Adréal, l'idée c'était plutôt d'évacuer en dehors du site et que tout parte en fait vers des installations de stockage des déchets dangereux pour être, on va dire, le plus en accord avec la réglementation la plus stricte. Alors évidemment, ça c'est ce qui est le mieux, mais c'est ce qui est aussi le plus coûteux. Et puis après, on avait des positions des associations en lien avec la protection de l'environnement, où il y avait soit une évacuation totale des terres et des déchets
mais en les emmenant assez loin du site, donc pour que en fait, les polluants disparaissent totalement à l'échelle locale, ou alors un traitement des déchets, mais tout ce traitement effectué à l'échelle locale pour avoir aussi une philosophie environnementale de chacun gère ses propres déchets et on ne transmet pas le problème à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est juste quelques exemples, hein. Je pense qu'on aurait pu mettre en avant d'autres types de positions. Donc en fait, dans le cadre du projet, encore une fois, comme il n'y avait pas une législation très très claire par rapport à ça, il a fallu mettre en place en fait un arbre décisionnel pour décider quelle stratégie adopter en fonction des niveaux de contamination en PCB, en s'appuyant forcément sur quand même un cadre juridique. Donc vous avez en première ligne le cadre juridique, hein, comme je vous l'ai dit, il était complexe, les différents acteurs mobilisés par rapport à ça, la question du diagnostic aussi qui était importante, parce que pour savoir ce qu'on fait des déchets, il faut déjà caractériser ces déchets. Quel était le niveau de contamination des sols et des sédiments par les PCB. Forcément, ce niveau il était variable en fonction de l'endroit où on prélevait les échantillons. Et puis à partir de là, il y a eu des choix techniques qui ont été décidés en fonction des niveaux de contamination par les PCB. Donc les niveaux les plus forts avec des concentrations supérieures à 50 mg par litre, milligrammes par kilo, pardon. Et puis les concentrations les plus faibles quand on était inférieur à 0,2 mg par kilo, en tenant compte aussi de la perméabilité du matériau. Donc en fait, ces différents niveaux ont tous suscité des controverses. Alors les controverses au niveau juridique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était toujours les limites par rapport au cadre réglementaire. Et en fait, comme il n'y avait pas de réponse très claire dans la réglementation, il y avait forcément besoin de faire des choix et de prendre des responsabilités. Et quand on fait des choix, c'est toujours critiquable d'une manière ou d'une autre. Par rapport aux acteurs, il y a eu des controverses par rapport au degré d'impartialité et des liens d'intérêt éventuels entre les conseillers, les experts scientifiques mobilisés et les décideurs. En particulier, concernant la participation d'Emmanuel Lafrechou, qui était un peu l'expert chimiste mobilisé sur le dossier, qui travaille avec les PCB depuis très longtemps, mais qui est aussi président du CISALB et qui est aussi un acteur local. Donc il y a eu un peu une remise en question de l'apport d'Emmanuel Lafrechou, y compris lorsqu'il donnait des interventions publiques sur le sujet pour essayer d'éclairer les avis et aider pour la décision finale. Et il n'a pas été tout seul, hein, Emmanuel, il a fait appel à d'autres experts scientifiques, des experts en Suisse et en Espagne. Il y a eu également Marc Babu qui a été sollicité, qui travaillait beaucoup sur les PCB à l'époque à IRSTEA. Mais voilà, il y a eu un petit doute quand même par rapport à ce niveau d'impartialité. Et puis après, il y a eu des questions par rapport au fait du traitement des déchets, parce qu'en fait le choix final qui a été fait, ça a été d'envoyer les déchets les plus pollués en Belgique. Alors on n'a pas réussi à retrouver pourquoi ce choix a été fait, mais du coup il y a eu pas mal de gens qui ont dit que c'était un petit peu particulier comme décision, que ça faisait un peu... Il y a des notions, Gilles a utilisé le terme de colonialisme chimique en fait, où on envoie nos déchets à l'étranger. Alors la Belgique, on n'est pas encore dans des pays sous-développés où parfois on envoie nos déchets, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, mais malgré tout ça a quand même questionné des gens en disant mais pourquoi on n'est pas capable de traiter nos déchets en France. Et puis les plus grosses controverses, c'était par rapport à cette catégorie d'échantillons là, donc des PCB inférieurs avec des concentrations comprises entre 0... je pense que c'est inférieur en fait, c'est inférieur à 0,2 mg par kilo, qui ont été enfouis, ah non, c'est supérieur à 0,2, c'est entre 0,2 et 2 mg par kilo, qui ont été enfouis à proximité du site. En fait, ici, là, vous avez juste au niveau de la buse, donc là où le tillier redevient à l'air libre après avoir été enfoui sous la ville d'Aix-les-Bains, il y a un parking qui a été construit, et en fait, il a été décidé d'enfouir sous ce parking les déchets contaminés entre 0,2 et 2 mg par kilo. Et ces déchets ont été encapsulés dans des membranes a priori perméables. Mais en fait, il y a eu quand même des controverses sur est-ce que cette c'est pas perméable, c'est imperméable, est-ce que cette étanchéité, elle va être vraiment maintenue sur